On continue de débriefer l'audition de Nagui. Nagui qui est donc un centimillionnaire d'argent public, réalisé le délire. Dans une vidéo précédente, j'avais fait une réaction à chaud en quasi direct de son audition. Et là, il y a des éléments qui ont été sélectionnés par Charles Aloncle. Donc on va regarder ce que Charles Aloncle juge important dans le cadre de cette audition. Allez, c'est parti. Vous avez donc signé une lettre d'engagement contractuelle en vue de votre contrat de 2017 à 2020, qui a été allègrement débattue. Et j'ai trouvé dans cette lettre d'engagement une clause très inhabituelle, pour ne pas dire étrange, je vous la cite, c'est France Télévisions qui la met. Enfin, nous vous confirmons notre engagement de faire nos meilleurs efforts afin de coproduire ou préacheter à Air Productions, votre société, Nagui, ou l'une quelconque de ses filiales, les droits d'exploitation de fiction et de documentaires diffusés en prime time. Non mais est-ce que vous réalisez le délire là ? Je pense qu'ils vont en parler, mais ça veut dire qu'avec votre fric, le service public se dit « Non mais Nagui, il est tellement important, c'est tellement important qu'on ait Nagui qu'il faut pas qu'il gagne plus d'argent dans le privé. Donc on va prendre l'argent des Français et on va mettre un maximum de fric sur Nagui pour qu'il soit bien content de bosser pour le service public. Mais quel enfer !» Donc par cette clause, qui est réelle, France Télévisions s'engage à favoriser votre société personnelle, Air Productions, et à engager, je cite, ses meilleurs efforts afin d'acheter autant que possible les futurs programmes de fiction et de documentaires que vous... Avec votre fric, quoi. Donc vous avez des ponctionnaires qui se disent « On va faire nos meilleurs efforts pour rincer Nagui, quoi. » Est-ce que vous êtes content que vos impôts servent à ça ? Produirez alors qu'ils vous font confiance sur des thèmes et des émissions de divertissement. Donc, ils vous feront confiance, non pas parce que vous présentez le meilleur rapport qualité-prix, mais simplement parce qu'ils sont produits par vous. Si je vous pose cette question, c'est parce qu'on a parlé des délits de favoritisme. On a parlé de la condamnation de votre société en 1995 pour favoritisme. On a parlé aussi de ces soupçons que Patrick Sébastien, hier, a indiqué sous serment devant la commission d'enquête de favoritisme entre Takis Candelis, numéro 2 de France Télévisions, qui venait d'une société Banijé de production dont vous êtes coactionnaire, et l'augmentation des primes dont vous avez bénéficié. Et je retrouve dans cette lettre d'intention que vous avez signée avec France Télévisions une clause qui peut s'apparenter, à l'évidence quand on la lit, à une clause de favoritisme. Donc encore une fois, est-ce que vous avez l'impression d'être traité à équivalence avec vos concurrents, ou est-ce que Delphine Arnault et France Télévisions vous favorisent comme le service public vous a favorisé à l'époque dans ce scandale des animateurs producteurs? La clause en question venait d'une espèce de paranoïa de ma part, il n'y a pas d'autre terme, où chaque fois que je proposais une fiction, un documentaire, j'avais comme fin de non-recevoir le côté justement... Écoutez, vous êtes déjà en access, vous avez déjà des primes, on va pas vous commander de fiction supplémentaire. Et c'est vrai que... Donc ça veut dire que en face de lui, il y avait des gens qui se disaient non mais ça va se voir, et Nagui s'est dit je m'en fous en fait, vas-y on fait all-in. Moi j'ai ma villa à Saint-Tropez, j'ai besoin de mettre un yacht devant, donc on fait all-in quoi. C'est Nicolas qui paye, c'est cool. Lorsque on s'est parlé, j'ai dit est-ce qu'il serait possible de ne pas avoir cette espèce de porte fermée sur la fiction et de pouvoir proposer. Et donc la phrase de dire « on fera nos meilleurs efforts pour écouter vos projets », ce n'est ni une commande ferme, ce n'est ni un concept précis, c'est simplement « rassurez-vous, vous n'êtes pas exclu de la possibilité de produire ». Ouais, parce que je me sentais un peu discriminé, tu vois. Il me donnait que des centaines de millions par an et je me disais, ouais, c'est parce que je suis arabe, c'est ça, c'est parce que je suis végane, ouais. La meilleure preuve derrière, c'est que les fictions que j'avais proposées n'ont pas été prises par France 2, mais ont été prises par TF1 en faisant chaque fois 5 millions de téléspectateurs. Et ensuite, on a eu une série qui a été reconduite pour 2 années sur France 2. Mais rien de plus. Vous détournez la clause et mes propos. France Télévisions n'a pas signé une clause avec vous en expliquant qu'ils feront leurs meilleurs efforts pour vous écouter. C'est pas ce qui est écrit. Je vous relis la clause qui est dans votre contrat, qui est totalement inhabituelle et exceptionnelle, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs auprès de vos concurrents. La clause c'est « Enfin, nous vous confirmons notre engagement de faire nos meilleurs efforts afin de coproduire ou préacheter à Air Productions, votre société Nagui, ou l'une quelconque de ses filiales, les droits d'exploitation de fiction et de documentaires diffusés en prime time. » C'est pas écouter, c'est une forme de favoritisme avéré qui est inscrit dans vos contrats au mépris des conditions d'appel d'offres
de contrat de passation de marché public d'une certaine façon en règle générale. Alors peut-être. Donc ma question, non, mais Monsieur le Président, je vous demandais simplement d'aller au bout. Allez-y. Je voudrais préciser ma question, parce que vous n'y avez pas répondu, vous avez expliqué où. C'est fou à quel point on sent que c'est un ponctionnaire, quoi, le président de la commission. Il a toujours peur, voilà. On ménage peut-être pas assez la gauche, là, ça devient dangereux. Oui, ils ont le droit d'écouter mes propositions, là, c'est pas écouter compte tenu de la clause que je vous ai lue. Ce qui m'a interrogé aussi, c'est le calendrier de la signature de ces contrats. Cette lettre d'engagement, elle a été envoyée par France Télévisions, elle a été signée en date du 24 mai 2017. Et quand je lis la réponse du ministère de la Culture, qui répond à la députée macroniste Frédérique Dumas, le conseil d'administration de France Télévisions n'a pris acte de ce contrat que lors de sa réunion du 19 octobre 2017. Donc des mois après cette lettre d'engagement, et aussi bien après la diffusion de la première émission de votre saison à l'été 2017. Donc à nouveau, est-ce que vous trouvez normal une telle clause de favoritisme? Est-ce que vous trouvez aussi normal que le conseil d'administration ne valide vos contrats de 100 millions d'euros, un montant énorme sur 3 ans, alors que vos émissions ont déjà démarré et alors que vous avez fait les choses un peu dans le désordre? Est-ce qu'à nouveau, il n'y a pas une sorte de favoritisme de la direction de France Télévisions sur vos émissions? Ouais, mais tu comprends, Nagui, c'est tellement une star que ce serait trop grave de le laisser partir, quoi. Mais vraiment, on a l'impression que c'est des gens qui sont de l'argent privé, tu vois, c'est le PSG qui veut absolument retenir Kylian Mbappé. Mais c'est notre fric, quoi. On a quand même notre mot à dire. Peut-être que c'est les Français qui doivent déterminer s'ils trouvent que Nagui, c'est si important, que Nagui, ça vaut la peine de balancer des millions et des millions sur... Enfin, c'est des milliards qui s'est tapé Nagui si on prend tout l'historique de ce qu'il a reçu de nos impôts. Sur les contrats que vous signez avec eux. Donc ma réponse sera non, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas à moi de présenter ces contrats dans le process interne que vous évoquez. Et je vous le redis, il n'y a eu comme commande de fiction, la première fiction que j'ai produite dans ces années-là, c'est sur TF1. Le premier doc que j'ai produit, c'est sur TF1. Chaque fois j'ai proposé ces fictions et ces documentaires à France Télévisions, ils ne les ont pas pris. Et au vu des succès de la fiction sur les autres chaînes, à ce moment-là, j'ai pu en produire sur France 2, comme avec une espèce de crédibilité de pouvoir produire des fictions, parce que j'avais peut-être l'image de quelqu'un qui n'était pas capable de les produire. D'accord. Donc en fait, ils ont essayé de noyer le poisson en disant non, mais ça va se voir trop, donc on va attendre un petit peu avant de te prendre tes fictions. Ouais, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, on continue. Monsieur Nagui Fam, c'est parce que je me réfère à l'enquête de Mediapart qui a été publiée le 17 juillet 2020, intitulée Nagui, l'homme qui valait 100 millions d'euros d'argent public. La même année, le syndicat CGC a déposé une plainte contre vous au pénal. Et le 6 novembre de cette même année, c'est la députée macroniste donc, qui a réclamé l'ouverture d'une commission d'enquête sur ces contrats-là. Et elle révèle, dans une interview au Nouvel Obs le 9 février 2021, je vous cite ses propos, des clauses exorbitantes du droit commun et dérogatoires par rapport aux usages professionnels dans les clauses de vos contrats. Et elle ajoute ensuite, la commande porte sur certaines émissions dont le concept n'est pas précisé alors que le montant financier lui est bien garanti. Donc vous nous expliquez que si le service public vous fait confiance, c'est parce que vous avez des émissions avec une audience très forte. Je vous ai expliqué que Pop Show, votre émission, a fait 7,5% de part d'audience. The Artist a été déplacé en deuxième partie de soirée de l'aveu de la direction de France Télévisions par ce échec d'audience. Votre vie en jeu est sous 10%. Tout le monde joue avec le brevet, tout le monde joue avec au vétérinaire de la même façon. Comment est-ce que vous répondez à cette députée, qui n'est pas de mon bord, qui est macroniste, qui explique que la commande que vous passez avec des émissions du service public est faite alors que le concept de vos émissions n'est pas précisé et que le montant financier, lui, pourtant, est garanti. Mais en fait, c'est parce que l'objectif, c'est de balancer du fric, quoi. Et moi, en fait, si on allait un petit peu plus loin, ce qui serait intéressant, c'est de voir qui se fait reverser quelque chose quand Nagui empoche 100 millions. Il faudrait s'interroger un petit peu sur les rétrocommissions. Parce que vous devez bien comprendre que le service public, c'est une machine à blanchir l'argent de vos impôts. Détourner et blanchir l'argent de vos impôts. Et donc, quand on a un Nagui, on se dit, bon, bah voilà, on a pu lui filer 100 millions par le passé, donc on va pouvoir lui refiler 100 millions, là, ça se voit pas, ça marche, là, il mange bien, et évidemment qu'il y a des gens qui, quand on file 100 millions à Nagui, s'en mettent un gros paquet au passage, et c'est pour ça qu'on utilise Nagui. Ça permet de blanchir une partie de l'argent considérable. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une sorte de favoritisme? On vous accorde, quelle que soit l'idée, quelle que soit l'audience, la direction de France Télévisions et Delphine Ernotte vous accordera une sorte de blanc-seing, de chèque en blanc pour faire vos émissions. Le choix des mots, monsieur le rapporteur, c'est formidable. Alors non,
Absolument pas, dans la mesure où chaque fois qu'une émission est proposée, il y a un concept, un pitch. Alors peut-être pas suffisant pour détailler, mais vous imaginez bien que si dans un contrat, par exemple, on me demande de faire 4 intervilles, peut-être que la chaîne, en l'occurrence, ne ressent pas le besoin de détailler exactement ce qui va se passer dans cette émission, puisque tout le monde comprend et entend ce que ça veut dire. Idem pour un prime concernant Taratata ou des primes autour des spéciales de N'oubliez pas les paroles. Il n'y a aucun chèque en blanc, il y a surtout, et ça aussi c'est important, des valeurs qui sont données par le service public à différentes cases et qui sont globalement, alors peut-être que ça se joue avec un plus ou moins X pourcentage, j'en sais rien, mais je ne connais pas les contrats, mais vous les avez en tout cas, mais je pense que globalement tous les primes sont logés à la même enseigne, peut-être des différences entre ceux qui sont en direct, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont à Paris, ceux qui sont en province, et ceux qui viennent sur un concept régulier, quotidien, contrairement à des nouveautés qui sont créées. J'ai l'impression qu'il répond systématiquement à côté, en fait. Et l'exemple des primes de N'oubliez pas les paroles sont, et vous le devez l'avoir sur la data room, les primes les moins chers du service public parce qu'ils sont issus d'une émission quotidienne et que donc la valorisation de ces primes ne nécessite pas une création d'une nouvelle équipe. C'est du travail, oui, mais ce sont les moins chers. Et quand je dis les moins chers, je pense que c'est moitié moins cher que n'importe quel autre prime. Donc il n'y a pas de chèque en blanc, il n'y a pas de cases qui sont attribuées sans savoir ce qu'il y a en face. D'accord, très très convaincant. Donc on continue. En septembre 2019, dans une interview au Parisien, vous expliquiez que dans un contexte budgétaire restreint pour France Télévisions, et c'est le cas, vous aviez tout fait pour réduire le coût de vos programmes, pour ne pas impacter les emplois. Vous avez expliqué, en échange, procéder à, je vous cite, une cadence de tournage infernale, on y reviendra, qui a certainement emporté des conséquences sur vos salariés. Quand on s'intéresse à l'audit de production N'oubliez pas les paroles, pour la saison 2022-2023, on constate surtout que les efforts, vous ne les avez pas faits sur votre propre rémunération. On a entendu M. Patrick Sébastien qui nous disait hier, sous serment devant la commission, que lui, ses marges tournaient autour de 8 à 10%. Vous, pour l'émission N'oubliez pas les paroles, c'est 25% de marge. Vous êtes très bien payé, c'est votre droit, vous avez beaucoup de talent, mais à nouveau, ce sont que des chiffres et que des faits. Mais vous percevez 2500 € par émission N'oubliez pas les paroles, ce qui est plus que le salaire médian des Français. Donc vous gagnez en 30 minutes d'émission plus que le salaire médian mensuel des Français, ce qui vous permet d'atteindre pour cette émission N'oubliez pas les paroles 1 500 000 € uniquement sur cette émission payée par le service public. Et après tout, encore une fois, ce qui est rare peut être cher, et vous m'interrompez, je vous laisserai vraiment répondre. Mais ce qui m'a interpellé, c'est pas tant le montant de la rémunération, vous pourrez y revenir, c'est que l'audit de production révèle noir sur blanc que vous êtes versé une rémunération supplémentaire de 378 000 € sur cette seule saison. Donc, finalement, pour vous, le salaire de Delphine Ernotte, qui gagnait à peu près ça sur un an, ça a été un ajustement de salaire supplémentaire pour une seule émission. N'oubliez pas les paroles, payée par le service public. Bon, vous êtes en train de rire, mais c'est encore des choses factuelles qui ont été mises dans les rapports d'audit transmis par France Télévisions. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer à la fois ces montants, mais surtout cet écart? C'est surtout ça qui m'interroge. Pourquoi, à la fin, vous percevez près de 400 000 € supplémentaires de rémunération pour une émission qui... Mais vous réalisez les chiffres, en fait. Enfin, moi, je veux bien qu'on me dise « Ouais, les riches », mais en fait, le seul milliardaire qui ne mérite pas son argent, c'est l'État. Les seuls riches qui mériteraient le pilori, c'est les riches d'argent public, quoi. C'est un scandale. Devait en coûter moins, alors que c'est de l'argent public. Alors, monsieur Pham, vous contestez ces chiffres, je vous laisse répondre. Non, mais ce qui est formidable, c'est qu'on a commencé en disant qu'il ne fallait placer aucune cible dans aucun dos d'aucun citoyen et de balancer des chiffres. Non, vous balancez, monsieur, des chiffres qui sont encore une fois des volumes, des chiffres d'affaires. Ce sont 10 000, non, mais vous mélangez. C'est-à-dire que, encore une fois, comprenez bien, lorsque... Je voudrais vraiment avoir le temps de vous expliquer comment tout ça fonctionne. Lorsqu'on propose une émission, on nous demande un devis. Vous n'avez pas envie de m'écouter, j'ai l'impression. Mais si, écoutez-moi, si ça vous intéresse. On nous demande un devis. On propose ce devis, généralement il est discuté, très souvent à la baisse, et on doit respecter ce devis. Qu'est-ce qu'il y a sur un devis? Il y a des lignes, il y a des cases, qui partent du principe qu'il y a des postes qui sont et qui méritent une rémunération. Ces postes-là
sont au prix catalogue. Convenez que les prix que vous avez eu la gentillesse de citer, mais je rejoins Virginie Efira dans les Happy Few, ces prix-là sont des prix catalogue. Regardez les prix des autres animateurs d'autres émissions et vous verrez que c'est même prix catalogue cheap. Pourquoi ? On est obligé de mettre une ligne en disant tant que c'est lui qui présente, c'est à ce prix-là, et puis le jour où, et c'est déjà arrivé, un autre animateur devrait le présenter, il faut quand même que ce budget-là soit prévu. Alors oui, ça va dans la production globale de l'émission. Une fois que ce devis est accepté, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un audit. En effet, il y a une vérification de où sont les sommes. Avec tout le respect que je dois aux auditeurs, ce ne sont pas des personnes de télévision qui arrivent. Donc ils sont... Non mais ouais, parce que tu comprends, on est des stars, les chiffres là peuvent choquer, mais c'est du populisme quoi. Quand vous réalisez le travail qu'il y a derrière, et puis réaliser que c'est un marché qui est hyper concurrentiel quoi, mais vraiment ça m'a toujours énervé les gens qui se prenaient pour des capitaines d'industrie, pour des entrepreneurs, alors que c'est des entrepreneurs d'argent public quoi. Quand vous ajoutez à ça le favoritisme, l'entre-soi, le gauchisme, mais c'est vraiment un monde qui devrait disparaître. Tout petit peu pris dans les phares d'une voiture en se demandant à quoi correspondent telle ou telle somme, à quoi correspondent les CDI qu'il peut y avoir full-time dans une société de production et pourquoi une autre personne d'une autre société de production viendrait vous donner des conseils et comment vous la valorisez et comment vous vous payez entre sociétés de production. Tout ça est honnêtement assez confus, j'ai du mal à comprendre. Pourtant les faits sont avérés dans les documents que France Télévisions m'a transmis. L'émission, n'oubliez pas les paroles, c'est 25% de marge pour vous. C'est une rémunération de 2500 € pour 30 minutes d'émission, ce qui fait une rémunération totale pour cette seule émission du service public d'1 500 000 par an. Je n'invente rien, encore une fois, je pourrais vous fournir, parce que visiblement vous n'avez pas les éléments, tous ces éléments m'ont été fournis par France Télévisions. Ouais, mais tu mets des cibles, tu jettes en pâture. Non, moi je trouve que c'est très important qu'on ait ces chiffres et je suis content qu'ils reviennent sur les trucs, qu'ils soient pugnaces. C'est vraiment important. Et tout est factuel. Et vous ne m'avez pas répondu sur une question qui était clé. Pourquoi un écart de 378 000 € sur une seule saison, n'oubliez pas les paroles, entre la rémunération qui a été initialement prévue avec France Télévisions et ce que vous avez finalement empoché au titre de votre rémunération ? Pourquoi un tel écart aussi important ? Qui correspond d'ailleurs au salaire annuel de Delphine Arrien. Alors déjà, peut-être pourquoi le rapporteur dit 25, vous me dites entre 5 et 10. Je sais, non mais pardon, alors je ne sais absolument pas à quoi correspond la somme dont vous parlez. Je veux bien avoir le document et vous répondre ultérieurement. Merci beaucoup, très bien. Sur le reste, je vous le redis, mais j'ai l'impression que c'est une notion que vous ne voulez pas entendre. Ce qui apparaît comme une ligne, monsieur le rapporteur, ce qui apparaît... En même temps, c'est vrai que si vous m'écoutez pas, on va avoir du mal à s'entendre. Ce qui est une ligne d'animateur, de producteur ou de direction artistique, c'est une ligne de valorisation, appelez ça un catalogue, et après, on fait un travail pour mutualiser notre travail. Et en effet, cela va dans peut-être des dépenses. Il y a certaines émissions que l'on tourne et on passe du temps et on paye des gens et puis on ne les diffuse pas, on les jette. Il y a d'autres temps que l'on passe à développer des projets et des formats qui ne verront jamais le jour. Tout ça fait partie de la gestion d'une boîte de production. Pour moi, et je pense pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, qu'est-ce qui est important ? Combien coûte cette émission ? Qu'est-ce qu'elle rapporte à l'État ? Et qu'est-ce qu'elle rapporte à Banijé ? De redire, vous, monsieur Nagui, vous gagnez tant, je vous ai dit 25 fois, mais oui, mais c'est faux, mais répétez-le, à l'envi, c'est faux. C'est faux, je suis désolé. En fait, vous évoquez des marges nettes, là où tous les animateurs et producteurs raisonnent en marge brute. Personne n'est venu devant cette commission d'enquête en disant « après impôt sur le revenu, mon solde net de net, ça m'a coûté ça ». Et vous êtes aussi actionnaire de Banijé. Donc en fait, les émoluments qui sont versés à Banijé, vous êtes aussi co-actionnaire de Banijé. Donc l'argent du service public pour un contrat en coproduction avec Banijé vous est aussi reversé à la fin, parce que vous êtes co-actionnaire de cette entreprise. Donc vous voyez, il y a une différence qui est difficile à comprendre. Encore une fois, je trouve ça fou que l'argent des Français aille là-dedans et que vous ayez des gens qui soient des sociétés, actionnaires, etc. d'argent public. Je trouve que c'est zinzin. J'ai pu lire l'interview au Nouvel Obs du 9 février 2021 de l'ancienne députée macroniste Frédérique Dumas, qui vous a reproché de ne pas déposer vos comptes. Et si j'en crois donc le site Papers, qui révèle donc les données disponibles pour de très nombreuses sociétés, y compris en France,
La dernière fois que vous avez déposé les comptes de votre société à reproduction, c'était en 2019. Vos comptes, pourtant, vous le savez, doivent être déposés au greffe sous peine d'amende. C'est une obligation qui est strictement légale. Je vais vous rappeler d'ailleurs l'article 232-23 du Code de commerce. Toute société par action est tenue de déposer au greffe du tribunal pour être annexée au registre du commerce et des sociétés dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'Assemblée générale des actionnaires ou dans les 2 mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Bah oui, mais quand les comptes pourraient tomber entre de mauvaises mains, que si les gens pouvaient voir à quel point l'argent public est détourné, là ça va, on peut faire une petite exception. Fin de la citation. Ma question est simple, pourquoi vous êtes soustrait à cette obligation légale de dépôt des comptes et avoir, j'imagine, payé des amendes alors que c'était une obligation et que beaucoup de vos contrats sont passés avec le service public. À nouveau, pourquoi refuser cet exercice de transparence qui pourtant est une obligation légale ? Il y a 2 très bonnes raisons. La première est la concurrence entre producteurs et entre chaînes et de ne pas, en effet, dire à combien telle ou telle émission a été vendue. Je pense notamment Non, parce qu'on est des stars en fait, tu vois, on est des stars, vous pouvez pas comprendre. Ce qui s'est passé ici dans cette commission autour du festival de Cannes et où Renaud Levanquim s'était ému que ces chiffres soient donnés parce que oui, on est dans une situation de concurrence et de marché et tous les chiffres ne sont pas bons à présenter à tous les concurrents ou à tous les médias. Si j'ai envie d'aller demain à TF1 et de leur proposer une émission, mais pas au même prix que celle de l'émission actuelle, c'est sûr que si j'arrive et qu'ils ont connaissance de... D'accord, donc pour toi c'est différent quoi. C'est des situations, enfin c'est fou hein. Ces gens pensent qu'ils vivent dans un autre monde quoi, c'est un autre business, tu vois, c'est un autre délire, c'est fou. Leur impunité totale, c'est fou. Tout et son contraire, c'est pas une situation extrêmement agréable. Par contre, les sociétés qui, elles, ne sont pas soumises à cette concurrence et qui concernent les activités techniques, musicales et autres, déposent leurs comptes. Mais à nouveau, c'est une obligation légale. L'immense majorité des sociétés françaises se soumettent à cette obligation légale et pourraient justifier de la même façon. Donc elle pourrait dire, j'ai pas envie. Voilà, il a raison, c'est bien. Qu'on puisse voir l'état de mes comptes, je pourrais être embauché ailleurs, par exemple sur le privé. Enfin, on pourrait entendre cet argument, mais vous souffrez un peu d'une exception. Vous êtes une exception alors que c'est en grande partie des fonds publics, c'est l'argent du contribuable. Donc est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une forme d'entrave à la transparence qui doit caractériser pourtant une mission de service public à laquelle vous êtes très attaché. Vous avez raison d'être très attaché à cette mission-là. Encore une fois, vous avez accès à tous ces contrats, vous allez voir, vous avez déjà vu que l'argent du contribuable est bien utilisé, puisque cet argent Ouais, c'est vachement bien utilisé, on est hyper content en fait en tant que contribuable. Rapporte 2,5 fois la somme à l'État et à l'actionnaire, et en plus permet à l'antenne d'être leader. Donc que l'argent du contribuable, et je trouve évidemment intéressant de savoir où va l'argent du contribuable, on a tous réagi aussi quand on apprend qu'il y a... Peut-être qu'on aimerait bien garder notre fric et puis décider où on le met et puis essayer aussi d'avoir des bonnes performances parce que l'argent qui est rapporté à l'État, c'est pas de l'argent qui revient dans la poche du contribuable, hein. Quand bien même tes chiffres seraient vrais, mais l'État c'est très flou quoi. Donc ok, il y a des ponctionnaires qui se font du fric sur le fric que tu te fais, mais on aimerait bien que ce fric reste dans notre poche en fait. On est capable d'investir aussi, tu vois. Il y a des sessions de média training ou de détournement d'argent au sein de la politique. Je comprends aussi qu'on puisse s'émouvoir de ce genre de situation dans le service public. Mais mon rôle est de coûter le moins possible et de rapporter le plus possible. Pour l'instant, c'est mission accomplie. Dernière question sur le sujet, mais donc vous admettez, vous placez au-dessus des lois, vous admettez vous soustraire à cette obligation légale qu'on peut rappeler dans l'article 232-23 qui informe que toute société doit déposer ses comptes au greffe et vous ne l'avez pas fait, donc vous mettez au-dessus des lois et vous l'assumez pour des motifs de concurrence. Alors allez-y, vous êtes hors micro, vous nous dites que vous préférez payer l'amende. Je préfère payer l'amende que de subir cette concurrence, oui.
absolument. Voilà, payez l'amende avec votre fric, c'est ça qui est génial. Donc la boucle est bouclée. Encore une fois, bravo Charles à l'oncle. C'est très important de pouvoir comprendre qu'il y a des gens qui se prennent pour des capitaines d'industrie avec votre fric. Stop ou encore, je pense qu'on est d'accord que c'est stop, 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 stop. Donc pour qu'un maximum de gens réalisent l'ampleur du scandale, comme d'habitude, je vous invite à aimer ces vidéos, à commenter, à partager et à vous abonner. Prenez bien soin de vous et à très vite.